Dès l'année 1941, et ce même avant le début de l'opération Barbarossa, les ingénieurs soviétiques travaillèrent déjà sur un véhicule censé remplacer le T-34 avant la fin de l'année. Si le A-43 ne vit jamais le jour à cause de la guerre, la question de remplacer le T-34 ne se posait toujours pas, elle s'imposait. Avec l'arrivée en 1942 de véhicules allemands dotés de canons toujours plus puissants, les soviétiques concevirent eux aussi des véhicules plus avancés. Si des chars comme le KV-13 commencèrent à être développés, celui qui nous intéresse le plus est le T-43. Censé partager le maximum de pièces possibles avec le T-34, cette rationalisation causera aussi sa perte. Des demandes toujours plus contraignantes au niveau de la protection et de la puissance de feu menèrent le T-43 à ne plus être qu'un T-34 obèse dont la masse aurait pu commencer à atteindre les plus de 30 tonnes. Le T-43 n'ayant plus de sens, sa tourelle sera testée avec un canon de 85 mm puis sera utilisé sur ce qui deviendra le T-34-85. Le remplacement du T-34 arrivant dans un cul-de-sac, il ne restait qu'une solution, concevoir un véhicule radicalement différent. Ce ne sont pas moins que l'usine 183 à Kharkov et une équipe dirigée par Morozov qui se lanceront le défi de créer un véhicule capable de tenir tête aux chars moyens/lourds allemands sans pour autant répéter certaines de ce que les soviétiques considéraient comme des erreurs. Par exemple, la taille du Panther était critiquée, ainsi que l'emplacement de sa transmission à l'avant. Les premières esquisses de ce qu'appelaient les ingénieurs le T-44 étaient très prometteuses. D'un côté, le char conservait l'ergonomie du T-34 pour un char encore plus petit et pesant toujours moins de 30 tonnes. De plus, la place restante à l'avant du châssis permit l'installation d'un grand râtelier de munitions à côté du pilote. Tous ces facteurs, combinés à l'amélioration du blindage et de la puissance de feu, firent que le T-44 parut extrêmement prometteur aux yeux des soviétiques. Concernant la motorisation, les soviétiques ont préféré réduire la taille du compartiment moteur plutôt que de rallonger le char, menant à l'installation du moteur V2 en transversal. Le 22 novembre 1943, l'ordre sera donné de construire 2 prototypes suivant le design de l'usine 183 pour le 1er février 1944. Mais l'ordre indiqua aussi aux ingénieurs de Kharkov de construire les T-44 avec des tourelles en acier laminé, ce qui fit sûrement hausser les sourcils de quelques personnes, les soviétiques étant passés maîtres dans l'art des tourelles en acier moulé. Les plans prévoyaient aussi la création d'un V2 spécial pour le T-44, puisque sur les premiers plans, le plancher du char était légèrement bombé pour y installer le moteur. Il était aussi prévu d'installer une mitrailleuse anti-aérienne, une potentielle version lance-flamme, ainsi qu'un stabilisateur vertical, même si ce dernier ne verra jamais le jour, car le développement de stabilisateurs soviétiques, comme le STP-S53, n'auront pas vraiment porté leurs fruits. Quelques jours plus tard, le directorat des blindés créait un set de prérequis pour un nouveau char moyen, correspondant plus ou moins par chance aux caractéristiques du T-44. Je dis plus ou moins car il y avait tout de même des points où le T-44 proposé et le T-44 souhaité divergeaient. Celui requis par le GBTU devait par exemple être blindé à 90 mm sur sa caisse et 110 mm sur sa tourelle. La mitrailleuse d'été coaxiale devait être remplacée par une SG-43. Le moteur devait aussi passer du V2 au V2IS. Au final, la plupart de ces recommandations seront ignorées, et l'usine 183 fait plus ou moins ce qu'elle veut. Si vous vous demandiez où était passé Staline dans l'histoire, car à force il est dans toutes mes vidéos, eh bien le voilà. Dès qu'on lui parla du T-44 en décembre 1943, il y montra beaucoup d'intérêt. Il demanda que la construction du prototype soit encore accélérée, et demandait aussi des nouvelles du projet. Si ce dernier prévoyait la construction de 2 prototypes avec des tourelles similaires mais pas identiques et armés du même D5T, 2 nouvelles méthodes de moulage de l'acier menèrent à quelques changements imprévus durant la conception des véhicules. Ces changements incluèrent notamment le transfert de râteliers de munitions vers la tourelle, puisque de base, le char était conçu pour emporter ses 54 obus dans la caisse. Enfin, en février 1944 apparut une 3e version de la tourelle. Avec elle sera demandée la construction d'un 3e prototype calqué sur le premier mais avec un petit changement. Le canon D5T devait être remplacé par le canon D25-44 de 122 mm. Le changement principal entre cette version et le D25 normal était l'utilisation d'obus en une seule pièce, les soviétiques arguant qu'un tel système serait plus rapide à recharger qu'un obus en 2 pièces. Ce concept n'est évidemment pas apparu sans raison. Mais après des essais contre des Panthers et des Ferdinand où le 85 mm se révéla incapable de perforer le blindage frontal à des distances d'engagement normales, contrairement au D25 qui lui n'en avait que faire du blindage du Panther. Revenons en janvier 1944. Les prototypes viennent d'être construits. Le premier prototype sera pesé à 30 tonnes et 400 kg, donc plus lourd que ce qui était prévu, mais toujours inférieur au premier T-34. Le 25 janvier, le char parcourut 240 km à une vitesse moyenne de 22 km/h et le 27 janvier, une distance de 250 km à 24 km/h. Les résultats furent assez probants. Le char était plus rapide et consommait moins de diesel que le T-34. Évidemment, le véhicule n'était aussi pas exempt de défauts.
Le côté gauche du char avait tendance à chauffer à cause du système d'échappement, et la trappe du conducteur s'ouvrait parfois toute seule. Les essais de conduite montrèrent aussi que le char demandait bien moins de force qu'un T-34 pour les leviers de commande, avec quasiment 10 kg de force en moins à mettre sur ces derniers. Ces résultats furent les mêmes pour les 3 prototypes, surtout pour celui équipé du D25 qui parcourut 2300 km durant ses essais. Les essais de tir furent aussi très satisfaisants, avec une cadence de tir variant entre les 8 à 10 coups par minute. En février de la même année, le premier T-44 sera envoyé à Moscou, et le second à Kubinka. Le troisième restera à l'usine 183 puisqu'il était encore en essai. Contrairement au T-44-85, le T-44-122 avait une cadence de tir un poil plus faible avec de 2 à 3 coups par minute. C'était correct pour un char lourd ou un canon automoteur, mais le T-44 était un char moyen, donc le concept sera simplement abandonné. L'intérêt que porta Staline envers les chars atteint un point où il somma lors d'un discours au début de février de commencer la production de masse du char. Évidemment, ce n'était pas possible, mais les essais du deuxième T-44 à Kubinka allaient débuter quelques jours après son discours. Comme il fallait expédier les essais, les soviétiques ont négligé les problèmes du véhicule et ne notèrent rien de particulier. La vitesse maximale du véhicule peut être enregistrée lors d'essais dans de mauvaises conditions, avec 53 km/h et une vitesse moyenne de 35 km/h sur route enneigée. Dans des conditions aussi dégradées, le contrôle du char devenait difficile. Une pente de 20 degrés faisait glisser le char et le poids nécessaire à actionner les leviers se rapprochait plus des 30 que des 10 kg. Les ingénieurs se posant des questions, ils tentèrent de déterminer le centre de gravité du véhicule. Mauvaise surprise, il était parti à l'arrière. Les soviétiques qui avaient alors tout fait pour se séparer du centre de gravité à l'avant se retrouvèrent avec le même, mais inversé. Ces essais montrèrent aussi de gros problèmes avec le char, notamment le système de refroidissement. L'huile moteur étant située à côté du système d'échappement et les ventilateurs n'étant pas assez forts, l'huile atteint les 110 degrés en hiver. Mais attention, le char n'avait pas que des problèmes mécaniques, ce serait beaucoup trop simple. Le siège du commandant était trop bas, et il perdait quelques degrés de visibilité à cause de la ventilation et de l'épiscope du tireur. En parlant du tireur, son siège était penché à gauche et le chargeur n'avait tout simplement pas de siège. Au final, la chose qui fonctionnait le mieux avec ce char, c'était le canon, dont la cadence de 10 coups minute avait été confirmée, mais seulement avec les munitions dans la tourelle. Les munitions placées dans la caisse étaient plus compliquées à atteindre, mais c'est pas pire que les munitions sur le plancher du T-34. La conclusion à ces essais fut que le T-44 était une machine supérieure au T-34, mais qu'il nécessitait un certain nombre d'améliorations pour le mettre en service. Ainsi, l'usine 183 fut ordonnée de résoudre tous ces problèmes en un mois. Les premières réflexions se portèrent sur le blindage du véhicule. S'il avait été vendu comme impénétrable par le PaK 40, encore fallait-il que ce soit le cas en vrai. La partie où était situé le conducteur leur fit se poser beaucoup de questions. Cette partie représenterait alors un grand point faible. De même pour la nuque de la tourelle qui était, vous l'aurez remarqué, énorme. Les soviétiques testèrent alors la caisse non pas face au PaK 40, mais face au canon de 76 et de 85 mm. Si les obus ne faisaient qu'édenter sa surface, des fissures apparurent assez vite. Le premier tir sur le port du conducteur l'a détruit et indique que le pilote serait mort dès le premier tir. Des essais seront aussi effectués sur les flancs qui se montreront résistants aux 76 mm à un angle de 60 degrés, même si là aussi des fissures apparurent. Suite à ces résultats assez sordides, l'ordre du jour fut de complètement redessiner la partie du pilote. Ce sera aussi l'occasion de repenser la tourelle, et surtout d'y retirer cette nuque. Le canon sera aussi changé du D5T au ZIS S53, qui était alors rapidement devenu le nouveau standard sur les T-34-85. De plus, un rapport envoyé à Lavrenti Beria en mars indiqua la nécessité de renforcer le blindage frontal à 90 mm, suite aux résultats de la bataille de Koursk, mais aussi des premiers engagements de l'IS-85, qui s'est révélé assez faible face aux Panthères. À la fin du mois d'avril, un T-44 modernisé commença à voir le jour, 2 prototypes étant promis pour le 5 mai. Résultat, les 2 véhicules étaient différents. L'un avait des flancs à 60 mm au lieu de 75, et les recommandations du blindage frontal n'avaient pas été suivies, menant à des T-44 toujours blindés à 75 mm de face. Le T-44 qui était censé recevoir un moteur V2-44 ne l'a au final jamais reçu, et les soviétiques trouvèrent le moyen de se débarrasser de la boule sur le plancher du char. Le système d'échappement et d'injection seront retravaillés, et un réservoir sera ajouté à l'avant du char. L'un des problèmes principaux, la tourelle a elle aussi été longuement retravaillée. Le blindage frontal est passé à 115 mm et sa hauteur fut réduite. Le toit fut repensé et 2 nouveaux systèmes d'observation furent installés. Les essais de ce T-44 V2 débutèrent le 13 mai 1944.
Tournant durant ses essais avec de l'huile conçue pour les avions, la température atteint les 175 degrés après 50 km de marche. Les soviétiques durent remplacer directement le système entier et plus de problème. Le char pouvait parcourir plus de 2000 km le 4 juin. Si vous êtes perspicace, vous allez vous demander pourquoi dans les jeux le T-44 ne ressemble pas à cette deuxième version. C'est très simple, elle a corrigé des problèmes mais en a fait ressurgir d'autres. Si le pilote ne mourait plus sur le coup quand on lui tirait dessus, sa tête touchait le plafond et les équipements étaient difficiles à atteindre. Le compartiment de combat était lui aussi assez problématique avec un placement de la radio et du canon assez étrange. Revenons maintenant au deuxième prototype du T-44V2 avec des flancs améliorés à 75 mm d'acier. Durant ses essais en juin et juillet, rien de spécial ne s'est vraiment passé, si ce n'est la destruction de galets de roulement. Le problème principal qui s'est montré en terrain difficile était la consommation de carburant qui a atteint les 300 litres au 100. C'est beaucoup. Hormis cela, c'est l'été, il fait beau et certains tests se sont forcément mieux passés. Le char pouvait grimper une pente de 31 degrés et tracter un T-34 à 11 km/h. Il pouvait aussi rouler dans une étendue d'eau de 1,50 m de profondeur, même si lors d'essais sur 2 mètres d'eau, le moteur s'est noyé. Mais ça, c'est un détail. Les essais de tir furent eux aussi peut-être plus instructifs que ceux des T-44V1. La cadence de tir était toujours la même, mais s'abaissait à 6-7 coups par minute lors de tirs sur plusieurs cibles, puisque passer des commandes électriques à manuel était assez difficile. Lors d'arrêts brusques et avec un tireur médiocre, la cadence de tir tombait à 4 coups minute, en partie dû au centre de gravité arrière qui n'aidait pas le canon à se stabiliser rapidement. Les problèmes n'étaient là aussi pas que mécaniques. Toujours du côté du pilote, le siège était très bas et il n'y avait pas assez de place. Les soviétiques qui avaient à leur disposition quelques modèles de véhicules américains se retrouvèrent à vouloir un siège sur le T-44 similaire à celui du M51 Stuart. Pour les ingénieurs, le T-44 avait échoué. Le directorat des blindés, qui était étrangement conciliant, mit cela sur le compte de la pression due aux limites de temps. Le T-44 sera recommandé pour l'adoption en service tant que ses défauts étaient corrigés. Le 18 juillet 1944, Staline signa une résolution sur l'organisation de la production du T-44 dans les usines 75 et 264, s'attendant à au moins 25 véhicules construits en novembre. L'usine 183, qui s'était occupée des prototypes précédents, suivait de près les essais et les résultats, et changea le design du char encore une fois, et se mit en juillet 1944 à assembler le prototype de la troisième version du T-44, qui sera alors appelé le T-44A. Cette nouvelle version se concentrait principalement sur la protection du véhicule, la version 2 ayant elle subi des tests contre des canons allemands avec des résultats alarmants si je puis dire. Après 5 tirs sur la plaque frontale, les soudures ont été détruites et la plaque frontale, le blindage, est tombé dans le châssis. Ces résultats étaient logiques, le T-44 n'avait pas été conçu pour résister au Pak 43 et n'était protégé de face contre un Panther qu'à 1 km environ. Les plans furent alors d'augmenter le blindage latéral à 90 mm et l'avant de la tourelle à 130 mm. Le port du pilote n'avait pas été mentionné puisqu'il avait tout simplement été abandonné début juillet. Le travail sur le T-44A avait débuté fin juin, et des changements furent apportés quasi instantanément au projet. Le blindage de flanc passa de 85 à 90 mm, le toit passa de 13 à 15 mm et bien d'autres petits changements. La trappe du pilote a été repensée sur le modèle du Panther et disposait d'un épiscope augmentant grandement la visibilité du pilote. Au final, les soviétiques apportèrent beaucoup de changements au châssis. Certains éléments seront déplacés, comme les radiateurs, et accueillera aussi plus d'obus. Même la tourelle a subi des changements assez importants. Le blindage frontal devait être de 115 mm moulé et les flancs et l'arrière 90 mm de blindage laminé, mais cette tourelle ne sera jamais faite. L'assemblage du char se fera à partir du 14 juillet. Il sera enfin doté du bon moteur qui était attendu depuis 6 mois. Sa tourelle sera donc empruntée à un T-44V2 et les essais purent débuter le 18 août 1944 avec plus de 2000 km au compteur. Ces essais ne dévoileront pas de problèmes hors du commun, seulement des problèmes d'usure classiques et la production de masse du char fut approuvée. L'usine 183 reçut néanmoins l'ordre d'apporter des améliorations sur une vingtaine de points du char, là encore souvent liés à ce fichu pilote. Et le 23 novembre 1944, Staline signa une résolution adoptant le T-44 en service. Malheureusement, la situation était difficile pour la production du T-44 et sera en partie responsable de sa non-utilisation au combat. Pour vous donner un ordre d'idée, fin mars 1945, ce sont 27 T-44 qui sont dispatchés. Les livraisons aux troupes ne suivirent vraiment qu'en avril avec 72 véhicules, 88 en mai et 104 en juin. La production atteint un pic en octobre avec 218 chars, mais déclina rapidement pour le reste de l'année à cause de défauts dans les véhicules. Cette difficulté à produire le T-44 n'est pas si surprenante que ça. La plupart des usines qu'ils produisent doivent grossièrement être reconstruites, et le moteur V44 est assez nouveau. Ce qui est intéressant, c'est que le T-44, malgré tous ses défauts, est peut-être l'un des chars qui s'en est le mieux sorti des véhicules directement d'après-guerre soviétique. Les IS-3 et les IS-4 sont connus pour leurs défauts, et même le T-54 a lui aussi connu pas mal de problèmes de 1946 à 1949.
Au final, le T-44 semble être le char qui s'en est le mieux sorti, mais surtout le plus rapidement. En termes d'efficacité, c'est un char moyen. Pas moyen dans le sens de sa classe, mais moyen dans son contexte et sa période. Quand le T-44A sortait, les soviétiques avaient réfléchi à de nouveaux critères de blindage. Le canon D10C semblait beaucoup plus prometteur et sera même installé dans un T-44 pour essayer. Le char sera et restera intrinsèquement moyen, son seul fait d'armes ayant été sa participation en 1956 contre l'insurrection de Budapest. Les soviétiques tenteront bien de moderniser les T-44 à cette période en essayant notamment de les rationaliser avec les T-54, mais rien de tout cela changeait le fait que le char datait de 1944. Voilà, en conclusion, le T-44 était une solution temporaire à un problème qu'il n'aura jamais réglé. N'ayant jamais participé à la Seconde Guerre, le T-44 et ses 1823 exemplaires auront au moins eu le mérite de poser moins de problèmes que ses congénères de fin et d'après-guerre, ce qui est remarquable.